Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je m'appelle Zakaria Jeffrey, je suis le coordinateur et directeur de projet au sein de la commission de coopération environnementale, donc la CCE. C'est un plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire sur les nouveaux outils de cartographie continentale pour les utilisateurs de SIG, donc de systèmes d'information géographique. Je vais vous faire cette présentation avec mon collègue Ricardo. Je vous le présenterai plus en détail un peu plus tard. Afin de rentrer dans le cœur du sujet, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez choisir la langue de votre choix utilisant l'icône d'interprétation au bas de votre écran. Et donc, n'oubliez pas de désactiver l'original pour, si vous voulez écouter seulement le français ou l'espagnol, désactiver l'original. Il y a un chat où vous pouvez vous présenter et également échanger avec les participants. Il existe aussi une fonction de questions-réponses que nous vous invitons à utiliser pour toute question que vous aimeriez poser. Nous prendrons un temps à la fin de la réunion pour répondre donc à vos questions. Donc, nous allons à présent pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Je vais d'abord vous expliquer brièvement en quoi consiste la CCE avant de vous présenter l'Atlas ainsi que le système nord-américain de surveillance des changements dans la couverture terrestre. Je vais expliquer en quoi consiste notre travail. Je consacre une partie de mon intervention à certains produits que nous avons à votre disposition avant de passer la parole à Ricardo qui vous en diront davantage sur le processus d'intégration pour certains de nos outils avant. Et ensuite, eh bien, nous aurons donc un temps à la fin pour répondre aux questions. Donc, la CCE. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette institution, la CCE a été créée en 1994 pour élargir la coopération entre le Canada, le Mexique et les États-Unis sur les questions environnementales. À partir de 2020, la CCE a été donc maintenue à travers le nouvel accord environnemental, donc l'ACE, accord de coopération environnementale, signé dans le cadre du nouvel accord de libre-échange nord-américain. Donc, depuis plus de 25 ans, la Commission soutient la coopération dans différents sujets, priorités qui sont fixées à travers un plan stratégique sur 5 ans. Travail de coopération réalisé dans des initiatives trinationales prévues dans le plan stratégique. Et donc, plusieurs de ces projets se déroulent sur différents plans stratégiques. Le secrétariat de la Commission se trouve à Montréal, au Canada, et dirigé par des officiels au niveau fédéral des 3 pays, mais implique souvent également des experts techniques des différents niveaux de gouvernement des 3 pays, du secteur privé, de l'industrie et du secteur universitaire. Je vais à présent passer à l'Atlas nord-américain, ou simplement que nous allons simplement appeler l'Atlas. Il s'agit d'un outil de soutien de recherche, des analyses et de la gestion des informations environnementales pour les 3 pays. L'ensemble des données cartographiques, donc des cartes, des documents, un lecteur de cartes interactif avec différentes couches de types d'activités ou d'informations. Il s'agit également d'un vecteur de collaboration entre les 3 pays afin d'adopter une approche continentale pour certaines questions environnementales. Une principale nos outils, c'est une collection de cartes que nous avons rendues disponibles en libre accès à travers notre page Internet. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette chronologie, mais la date clé, c'est 2003, lorsque le LATNAS a été lancé. Et ensuite, les différentes dates que vous voyez à l'écran sont les différents ajouts ou mises à jour de cet atlas.
une autre initiative importante, c'était la convocation d'un groupe formé d'experts des trois pays, notamment des géographes, des cartographes, des géologues, qui ont été, qui ont été confiés la tâche de réaliser une carte des éco-régions des trois pays. Cette tâche est importante parce qu'il s'agissait un peu du facteur qui à établir finalement le besoin qui nous fait nous rendre compte qu'il y aurait besoin d'un atlas complet pour l'Amérique du Nord. Donc, beaucoup des participants connaissent déjà, c'est une partie des informations que je suis en train de partager avec vous. Bon, certains des problèmes clés que nous affrontions, c'était que les écosystèmes ne respectent pas les frontières politiques. Et donc, c'est pour conséquence des manques des inexactitudes au niveau des frontières. Mais il y a également d'autres problèmes, notamment des problèmes de normes ou de standards utilisés entre les trois pays. Donc, lorsque comme vous pouvez le voir à l'écran, lorsque l'on superpose les cartes environnementales avec les cartes politiques, eh bien, ça peut créer justement des problèmes de cohérence au niveau des frontières. Donc, il s'agissait en fait de travailler ensemble entre les trois pays pour parvenir à harmoniser, homogénéiser les cartes. Donc, vous voyez qu'il existe différents niveaux de détails qui finalement divise l'Amérique du Nord en différentes régions, éco-régions finalement. Donc vous voyez, distinguées par différentes couleurs. Donc on voyait que 52, un listing de 52 éco-régions est distingué. Et troisième niveau d'information, ce sont 82 sous-régions pour entrer davantage dans les détails. Donc, à travers les rapports reliés, on a justement distingué ces 182 écorégions pour donner à chaque fois une définition pour chacune d'entre elles. Donc, voilà un peu la brève histoire de ce projet et du pourquoi de notre approche continentale. Je vais à présent passer un plus dans le système américain de surveillance, donc le NLCMS, système américain de surveillance des changements à couverture terrestre, dont le but est justement de réaliser le suivi de ces changements. Donc, il s'agit pour les trois pays de mieux comprendre l'évolution de la couverture terrestre afin de prendre des décisions de manière plus informée en matière de conservation, d'atténuation du changement climatique et d'adaptation au changement climatique et autres initiatives environnementales. Il est important de dire que NALCMS a produit, notamment à travers l'ENSAT et d'autres imageries satellites, a fourni différentes maps, différentes cartes. Donc, il s'agit d'ailleurs des cartes les plus détaillées, les plus précises que dont nous disposons en la matière en Amérique du Nord. Je vais rentrer plus dans le détail concernant certains de ces produits un peu plus loin. Donc, ce projet a été réalisé par des experts de l'USGS, de la CONABIO, de la CONAFOR, de l'INERI pour la partie mexicaine. Et donc, il s'agit des experts des agences en charge des trois pays. Donc, il s'agit finalement d'un cadre de collaboration entre les cartographes et les agences en charge des trois pays pour créer justement ces types de cartes. Je crois que sans la commission, bien, ces différentes agences n'auraient pas eu l'occasion justement de collaborer au-delà de leurs frontières nationales. Donc, il s'agit vraiment d'un exemple unique de coopération des agences entre les trois pays. Donc, ceci étant dit, là, vous voyez des photos des experts sur les couvertures terrestres. Donc,
qui ont collaboré sur ce projet. Donc, ce travail implique des coopérations au niveau, différents niveaux du gouvernement. Un bon exemple, c'est le carbone bleu, qui implique une coopération tant au niveau international, national et régional, dans l'échange de données, notamment au niveau académique. Donc, il s'agit là d'une photo de notre rencontre de 2006, lors d'une de nos tâches de mise à jour de l'Atlas. Il s'agit d'un processus encore qui est réalisé à la main, comme on peut le voir sur la photo. Donc, au fur et à mesure où l'environnement technologique a évolué, on verra que les techniques, aussi nos techniques de travail ont évolué. Vous avez certaines photos de certaines des rencontres des spécialistes en couverture terrestre au cours des années. Et au-delà de ces rencontres physiques, ces gens sont restés en contact régulier. Donc, il s'agit vraiment d'offrir ces différents scientifiques un espace pour partager les informations en faveur de ce projet. On tenterait donc d'avoir des réunions annuelles. Vous voyez que ces photos représentent les premières rencontres, notamment celle de 2007, la dernière ayant eu lieu l'année dernière. Et on n'a pas laissé la pandémie c'est notre travail. Donc, vous pouvez voir l'image suivante de notre réunion virtuelle qui a eu lieu la semaine dernière. Donc, voilà un élément qui va intéresser beaucoup de gens. Donc, pour nous, le but, c'est que toutes ces données arrivent auprès des étudiants, des chercheurs, des enseignants qui ont besoin de telles données. Vous voyez qu'on a trois points d'accès principaux pour les données. Le premier d'entre eux, c'était donc le visualisateur de l'Atlas, un visualisateur interactif. D'ailleurs, plutôt cette année, on a mis à jour ce visualisateur afin de rendre son utilisation plus intuitive. Nous avons également une page qui sont des fichiers sur les cartes, en fait, qui rassemble en fait l'ensemble des données dont on dispose par carte. Et troisième outil, une plateforme interactive en ligne à travers ArcGIS Online et Google Earth, qui vous permet de savoir un peu davantage sur ces différents produits avant d'éventuellement les télécharger. Donc, il y a environ une cinquantaine d'ensembles de données inclus dans notre atlas. Voici seulement certains éléments de référence. Par exemple, on peut voir des indications sur l'élévation topographique, sur les cours d'eau, sur les principales voies de communication, les bassins hydrographiques, etc. Donc, on inclut, notre atlas inclut également les écorégions, les zones protégées, les terres humides, etc. Donc, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. À vous d'explorer cet outil pour voir un peu davantage qu'est-ce que vous y trouverez. Donc, un exemple un peu, nous avons créé cette image où on utilise les données sur les bassins hydrographiques en superposant avec d'autres données, ce qui permet de visualiser des sources potentielles de pollution. Donc là, il s'agit en fait du bassin du Saint-Laurent, donc une image du bassin du Saint-Laurent pour permettre d'identifier des sources de pollution potentielles. Donc d'autres projets de la CCE se basent également sur ce travail. Par exemple, ici, on voit projet sur le carbone bleu. Ricardo en parlera davantage lorsqu'il prendra la parole. Nous soutenons également d'autres projets d'autres monnaies. Donc, il s'agit de données qu'on a tenté au cours du temps d'inclure davantage de données. Donc, on continue de collaborer avec la CCE pour
enrichir cet atlas et continuer de le mettre à jour. Donc, je vais passer à présent au visualisateur afin de vous familiariser un peu avec cet outil. Lorsque vous rentrez la page, vous rentrez sur l'interface. Donc, vous voyez vous trouver les différentes couches de référence, les différents types d'écosystèmes, influence humaine, pollution, les différents types de cartes que vous voulez. Et en bas à gauche, vous trouvez des légendes assez faciles à déchiffrer. Si vous cliquez sur l'un des thèmes qui vous intéresse, eh bien, vous allez pouvoir sélectionner une série de données que vous voulez voir apparaître, ajouter d'autres informations, ou alors vous pouvez soit les afficher dans le visualisateur, ou alors vous pouvez directement télécharger les informations qui vous intéressent. Par exemple, ici, j'ai sélectionné les données sur les bassins hydrographiques. Alors, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que nous sommes une organisation trinationale. Donc, l'ensemble des informations sont toujours en 3 langues, donc en anglais, en français et en espagnol. Alors, ici, on va donc sélectionner les données en matière de couverture terrestre et je sélectionne ensuite la pollution. Et donc, une fois que vous avez sélectionné certaines des informations que vous voulez télécharger, vous donc cliquez sur télécharger. En bas de la légende que vous voyez s'afficher. Et lorsque vous le faites, eh bien, il y a donc une fenêtre émergente qui va apparaître. Il va vous offrir les différents formats dans lesquels vous pouvez télécharger les données. Donc, un autre exemple, c'est un outil qu'on a développé cette année. Donc, ça donne des informations sur en quoi consiste la couverture terrestre et pour rentrer davantage dans le détail sur ces questions. Donc, vous avez également des descriptions pour chacune des types d'air ou de leur répartition sur l'ensemble du continent. Ça, j'en ai déjà parlé plus tôt. Une partie des données incluses dans l'atlas viennent du travail du NALCMS, donc du Système nord-américain de surveillance des changements de la couverture terrestre. Donc, il s'agit de photos à résolution de 220 mètres qui incluent les couvertures terrestres pour la période 2005-2010. Au cours des dernières années, nous avons travaillé avec l'ANSAT, ce qui nous a permis d'atteindre une résolution beaucoup plus élevée. Donc, on parle à présent de 35 mètres de résolution. Donc, l'ANSAT avait été lancé en 2017 et cette année. Donc, on vient de publier aujourd'hui les transformations de la couverture terrestre pour la période 2010-2015. Je vous montrerai plus loin où vous pouvez consulter ces informations. Mais avant cela, vous montrer un peu en quoi consiste cette amélioration de la résolution entre MODIS et Landsat. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est des images pour la zone de Vancouver. Et vous pouvez voir justement entre 2005, 2010 et ensuite 2015 l'amélioration de la résolution de ces images. Un exemple similaire cette fois-ci pour la ville de Mexico. À gauche, donc les anciennes images, et avec MODIS, et donc celle de droite avec les images Landsat à une définition de 30 mètres. Donc, dès que nous aurons fini ce webinaire, vous pourrez directement aller charger ces données puisque nous venons de les publier aujourd'hui. Donc, vous voyez un peu certaines statistiques en matière de changement de la couverture terrestre entre 2010 et 2015. Ricardo vous en parlera un peu plus. Donc, j'ai préparé certaines
histoires qui parlent de certaines des principaux transformations de la couverture terrestre qu'on a pu constater à travers cet atlas. Par exemple, ici, on va pouvoir voir les impacts des incendies forestiers autour du parc de Yellowknife. On peut voir concrètement les pertes de couverture forestière dues à ces incendies. Cet exemple-là, il s'agit d'un exemple de la côte de Sinaloa, dans le nord du Mexique, et on voit des zones qui étaient classifiées comme des terres humides en 2010 et qui ont donc changé qui sont passées à des terres arides, en fait, ont changé de classification. Donc, des terres arides qui ont été transformées justement en zones semi-inondées pour la production de crevettes. Donc, d'autres exemples de transformation que vous pouvez voir. Donc, l'avantage de cet outil, c'est que ça permet vraiment aux utilisateurs de trouver des données avec à haute résolution. Donc, vous pouvez cliquer sur ces images, sur les polygones de changement pour avoir vraiment les informations sur les transformations. Donc, ces polygones de changement, c'est ce que vous voyez en violet. Donc, sur cette carte de transformation, donc, vous voyez qu'il y a un moyen de faire glisser pour passer justement d'une année à l'autre. Donc, à gauche, vous voyez qu'on est en 2010, alors que sur la partie droite de cet outil, on est passé à 2015. Donc, en passant de 2010 à 2015, on peut voir justement comment l'urbanisation, enfin la zone urbaine s'étend surtout dans le nord de la ville. Si on zoome un peu plus, donc je zoome sur la partie jaune, eh bien, on peut vraiment rentrer dans les détails entre les différentes sections de la zone urbaine. On peut vraiment constater la croissance urbaine. Et si vous cliquez sur l'un de ces polygones, vous voyez qu'en 2010, cette zone était une zone de culture, alors qu'en 2015, elle est classée comme une zone urbaine. Donc voilà, vous pouvez vraiment constater les changements de cette manière. Et à présent, je vais transmettre la parole à Ricardo qui va nous parler du processus d'intégration pour les informations sur les changements. Merci, merci bien Zakir. Je remercie tout le travail qu'a déjà effectué la CCE avec ses cartes continentales dans ce continent de l'Amérique du Nord. Et cela réunit beaucoup d'institutions dans les 3 différents pays. Un des projets plus importants qu'a épaulé la CCE dans toutes ces années, c'est le système de changement de terre. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer le processus d'intégration pour cette carte de changement, de comment est-ce que la Terre change. Bon, dans ce contexte, nous avons 3 pays et 4 cartes. Et quand on unit ces cartes, il y a des cartes indépendantes pour le Canada, pour les États-Unis, pour le Mexique. Et un des avantages de ce produit, c'est que cela se trouve standardisé dans une solution spatiale, le système de référence, et je vais vous montrer plus de détails. Nous avons beaucoup plus d'avantages et le programme de classement de la couverture terrestre. Cela, c'est un avantage dans les 3 pays d'une façon indépendante pour pouvoir classer ces couvertures terrestres. Également, les couvertures terrestres transfrontalières et dans les unités des cartes. Un des avantages principaux dans ce produit, c'est que la résolution s'est améliorée beaucoup, comme l'a dit déjà Zakir. Ici, nous avons en Modis Data 250 mètres
et Landsat, nous avons 30 mètres. Maintenant, nous pouvons voir plus de détails et le réseau, nous pouvons voir dans le réseau les chemins et c'est une grande information, une information très importante que nous pouvons voir pour les changements des couvertures dans ce processus d'intégration. Un des exemples plus importants, tout en prenant compte l'importance de la carte de la couverture, des couvertures terrestres, hein, une des caractéristiques que nous utilisons et c'est le standard et le système de référence pour pouvoir voir toutes ces cartes, pour analyser toutes ces cartes. Cela est très utile parce que les détails nous permettent de voir les couvertures, les détails et on peut les détailler en pixels carrés. Les résolutions s'améliorent, nous travaillons davantage. Et une chose très intéressante que nous avons développée, qui a été développée par Johan Lambert, nous utilisons des techniques de cartes d'avant-garde. Et ceci sur la base des connaissances cartographiques qui nous ont laissé les savants à l'époque. Bon, nous avons standardisé cela pour les 3 pays, chacun des 3 pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique. On a défini la coopération et par le biais de réunions, il y a 3 niveaux de classement et tout cela est disponible pour les utilisateurs et il y a un classement plus généralisé. Le niveau 3, c'est surtout les classements, c'est le classement de l'INEGI au Mexique, de ANIS des États-Unis et de l'NAUFAO et les standards internationaux que ce système, le LCCS, nous permet de faire. Ici, je vous montre une plaque spécifique pour l'Amérique du Nord. Les enjeux d'intégration dont fait face la CCE. Pour l'Amérique du Nord, ce sont les cartes qui ne sont pas les cartes transfrontalières. Et cela nous permet à la CCE de réviser toutes ces données, pas uniquement aux personnes qui font cela, mais aux experts qui sont en train d'analyser ces changements dans les couvertures terrestres. Et pas uniquement d'avoir une continuité de la zone transfrontalière, mais avec l'information des 2 côtés de la frontière. Et ici, nous voyons un autre exemple. Ici, nous voyons l'avant et après. La CCE identifie les différences. Les experts sont en train de définir cela avec le Canada, les experts du Canada pour avoir une information plus précise et d'une façon plus intégrale pour avoir une carte continentale pour l'Amérique du Nord. Ici, nous voyons un autre exemple aux États-Unis, entre le Mexique et les États-Unis. Nous parlons de Sonora et nous pouvons voir les changements. Regardez ici, à gauche, nous avons avant, after, c'est après. Et nous voyons les couvertures terrestres et nous voyons après la révision des experts qu'on fait dans les 3 pays. Ici, nous avons des choses intéressantes à vous montrer. Nous voyons des patrons qui sont très définis dans les frontières. Nous voyons ce qui
les changements sont réels. Regardez ici la frontière entre le British Columbia et Washington. Cette ligne juste entre ces deux parties, il y a cette ligne verte qui définit la forêt et la partie là, on voit de la terre, il y a des différences entre la terre et il y a bien sûr des caractéristiques dans la terre qui nous signalent qu'il y a des changements. Nous voyons ici le contrôle de qualité quand la CCE intègre toutes ces données pour classer, faire tout ce classement. On fait le registre pour les experts pour qu'ils puissent bien sûr intégrer cela dans toutes les données et cela nous aide également pour améliorer voir quelles sont les zones qu'il faut superviser. Nous voyons dans le processus des zones qui sont classées, l'utilisation, la méthodologie, les images qui nous montrent parfois dans la côte, par exemple, ici je vous montre un exemple du Mexique. Elles doivent, cela nous montre que cela doit être nettoyé. On doit voir quelle est la limite entre la terre et les côtes et voir quel est le produit final, bien sûr. Une fois que la carte est déjà presque faite et que le produit est presque prêt pour le public, une partie importante de la cartographie doit se faire. Parfois, elle doit être faite avec un contrôle de qualité. On doit appliquer des contrôles de qualité pour cette cartographie. Et il y a des unités minimum. Et on le voit ici, c'est 5 pixels. Et ils sont liés avec quelques zones sont analysées avec quelques pixels, d'autres avec des unités, mais dans la carte, nous devons voir les images uniformes et nous devons également voir un produit, mais la CCE fait en sorte que tout soit fait de la meilleure qualité. Ici, nous voyons le produit final, nous voyons la couverture terrestre. Cela est disponible pour l'Amérique du Nord pour 2010 et 2015 et nous voyons que c'est 30 mètres. Cette carte de 30 mètres, nous avons presque 24 milliards de pixels qui ont été classés dans toute l'Amérique du Nord. C'est fou. Et également nous montre les zones des deux hémisphères en une seule fois. On peut faire toutes sortes d'analyses. Nous voyons, c'est un grand effort des 3 pays et nous voyons les deux hémisphères, comme je vous le disais, et cela et nous avons 65,5 gigabytes dans un format de TIF qui n'a pas été comprimé et on peut le déployer d'une façon presque instantanée. Nous avons également des images qui sont
adjointe à cette carte. Ici, je vous montre un dossier énorme. On peut travailler dans différentes zones de l'Amérique du Nord. La CCE peut également montrer ces cartes au Canada, aux États-Unis et au Mexique, c'est-à-dire de façon transcontinentale. Avoir cette information de la couverture terrestre 2015-2010, la CCE peut donc faire une évaluation des changements de la couverture terrestre pendant toutes ces années. Et bien sûr que nous aurons une carte également d'Alaska, Canada et CONUS. Nous voyons bien sûr tous les changements. Dans le cas du Mexique, nous avons fait un algorithme de tous les changements. Nous avons eu quelques données dans le polygone de changement. Le Mexique a beaucoup amélioré la couverture terrestre dans la carte du 2010 et ayant déjà la carte du 2015, nous pouvons déjà voir quels sont les changements de la couverture terrestre au Mexique. Ici, c'est un autre produit qu'offre la CCE sur la couverture terrestre. Nous voyons ici les chiffres qui nous montrent 2010-2015, mais nous montrent également les données, les coordonnées dont ils ont besoin pour chacune des données et pour avoir une information spécifique pour toutes sortes d'analyses. Comme nous l'avons déjà dit, la CCE est une organisation trinationale et elle octroie l'information plus importante des changements de couverture terrestre. Et cette information est octroyée en anglais, en espagnol et en français. Et dans les semaines suivantes, nous aurons une carte d'histoire qui va que la CCE va nous montrer, où nous aurons toutes les statistiques de tous les produits qui sont mis là-dedans pour effectivement voir quelles sont les pertes et tout ce qui Bon, ici, nous voyons quelques statistiques, quelques chiffres de ce produit pour qu'on puisse voir quelles sont les pertes, quels sont les progrès, les pourcentages, les kilomètres carrés. Toute cette information sera disponible dans les cartes d'histoire. Et, ce sont des produits qui sont déjà disponibles pour vous tous. Nous voyons quelques exemples des pertes et des progrès et des gains de la couverture terrestre. Ici, on voit avant et après. Une des pertes plus importantes, c'est la perte des forêts. Et ce que nous avons gagné, ce sont les terrains et les prêts. Et ici, nous pouvons voir qu'en Amérique du Nord, en Amérique du Nord surtout. Et cette information et ces cartes, on peut l'avoir sur l'Internet pour toutes sortes d'analyses. Nous pouvons voir comment les changements s'accumulent. Nous voyons ici les terres dans la partie occidentale du Canada et des États-Unis. Ici, sur la diapo suivante, les changements qu'il y a eu, par exemple, les pertes en eau également, en glace. Et ici, c'est le produit qu'aujourd'hui lance la CCE et qui peut être très utile. Quelques produits vont prendre en compte l'intégration de l'Amérique du Nord. C'est la carte de carbone bleue de l'Amérique du Nord qui se trouve en processus. Ici, nous pouvons voir la distribution des marais et des zones humides et d'autres zones qui
et c'est une information que nous recevons de plusieurs sources, et nous pouvons voir également tout ce qui a été fait sur le champ ici. En contraste, on peut voir la couverture du produit. Il y a des entreprises qui ont travaillé et des experts qui ont travaillé. Dans le cas de l'Amérique du Nord, nous travaillons sur le carbone bleu avec différentes institutions. Donc, c'est un enjeu de standardiser cette information pour avoir une carte de l'Amérique du Nord où on puisse inclure, par exemple, les zones marines, les marais, entre autres. Ici, nous avons une information globale du WCMEC, c'est le centre de conservation et de monitoring global dans le cas du Canada, et nous voyons aux États-Unis qui travaillent avec d'autres institutions, avec le Mexique, et aux États-Unis, par exemple, et au Mexique, la plupart de l'information que nous obtenons c'est des marismes viennent de ces institutions et ce sont des institutions bien sûr soit nationales, à l'échelle nationale ou internationale. Au Canada, par exemple, nous n'avons pas beaucoup d'informations. Par contre, et sur les marais. Bon, c'est une institution. Ici, nous voyons nous vous montrons toute l'information en détail et quelques-unes des stratégies que nous devons prendre en compte à l'échelle globale. Et il y a des sources locales, bien sûr. La diapo suivante, nous avons une autre stratégie. Nous pouvons voir les données de global vers le local et c'est ce que nous pouvons réussir à voir avec cette information de détail et avec ces sources globales. Et la vision que nous avons utilisée, c'est en ayant des cartes avec des informations que nous avons. Et ensuite, on fait un brouillon aux experts pour qu'ils puissent compléter l'information carte par carte. Ici, nous avons un exemple de la version sur le carbone bleu et celle de British Columbia. Ici, on vous montre quelques exemples pour la distribution du pacte bleu et la version de la CCE. Ici, nous avons le brouillon également et des marais, quelques cartes que je vous montre. Ce sont des exemples. Ici au Mexique, on voit la version de Sinaloa Durango. Et ici, nous avons les stratégies sur l'intégration cartographique. C'est la CCE mettre sur pied des réunions pour faire des cartes brouillons et qu'on puisse signaler quelques données où il y a des vides, où nous avons des vides, mais nous avons des experts à l'échelle trinationale qui peuvent utiliser leur expérience pour nous aider à compléter ces cartes. Ici, bon, je vous montre les écorégions terrestres de l'Amérique du Nord. Bon, pour avoir ces écorégions avec les différents pays par le biais des institutions fédérales. Et ici, je vous montre quelques inconsistances, quelques enjeux que nous avons, des inconsistances spatiales à Alaska, au Canada. Cela peut être corrigé parce que ce sont des zones de petites régions. Ce n'est pas compliqué de faire. Parfois, il y a des changements plus importants à faire et nous devons, par exemple, actualiser les données quand on change d'une classe à une autre. Et ici, je vous montre la plaine de la côte de Sinaloa. Ici, nous devons inclure les changements dans la carte continentale. Quel est le travail futur
développons. Cela fait partie des enjeux et la méthode que nous devons utiliser, que doit utiliser la CCE et les outils que nous devons utiliser. Merci, Bien, Ricardo. merci. Je dis, il s'agit vraiment d'une approche tout à fait différente en matière de processus d'intégration. J'aimerais à présent parler de certaines étapes avant de passer aux très bonnes questions qui nous ont été posées. Alors, une chose dont nous avons mentionné les deux au cours de cet exposé, c'est notre nouvel produit sur les changements de couverture terrestre pour la période 2010-2015, publié aujourd'hui. Mais nous avons également une Story Map, donc une carte historique qui sera, elle, publiée le 7 décembre. Donc, ça, dans très peu de temps. Donc, et pour l'année prochaine, 2021, certaines mises à jour et publications étaient prévues. Donc, on a parlé notamment des données sur le carbone bleu, donc, qui sera sans doute publié l'année prochaine, sur les écorégions terrestres, plus ou moins à la même date. Et certainement pour l'année prochaine, on mettra également à jour nos données sur les aires protégées. On va également mettre à jour nos données sur les installations industrielles, un travail réalisé en partenariat avec un autre projet de la CCE. Alors, prochaines étapes qui vous concernent, vous, en ligne. Alors, une chose que nous vous encourageons vraiment à faire, si cela vous intéresse, c'est de télécharger l'ensemble de données sur les changements de la couverture terrestre qui a été publié il y a à peine une demi-heure. Donc, il suffit d'aller sur cec.org diagonale Atlas, ou alors vous pouvez aller sur la page du NAL-CMS. Là aussi, un lien vous amènera à une page qui vous permettra de télécharger les données dans les différents formats disponibles. Une autre étape pour toute personne intéressée, ce serait de recevoir des informations de mise à jour. À chaque fois que nous publions des mises à jour sur certaines de nos données, eh bien, si vous vous inscrivez, eh bien, vous serez informé directement. Donc là, c'est à la cec.org diagonale getmaps. Et pour ceux qui sont inscrits avant aujourd'hui minuit, vous avez une chance de gagner 1 an de licence d'usage personnel du système ArcGIS, ainsi que des cartes pour vos murs en forme de poster qui seront également pour 30 des gagnants. Avant de vous encourager également à remplir une enquête que vous allez recevoir demain dans votre courrier électronique. Et je crois que Jenna va aussi le partager à travers le chat. Cela nous aiderait à améliorer nos webinaires dans le futur et vous donnera également l'occasion de vous dire ce que vous aimeriez voir pour de prochains webinaires. Et enfin, dernière suivante pour vous, d'essayer de nous parler de vos besoins en termes d'informations géospatiales pour l'Amérique du Nord. Vous pouvez vous exprimer maintenant dans cette séance de questions, ou alors n'hésitez pas à le faire au cours des prochaines journées, des prochaines semaines ou des prochains mois. Et je pense que sans plus attendre, on peut à présent passer à une question. J'ai vu un nombre de questions, on n'a pas forcément de répondre à toutes, donc je vais commencer par dire que si n'aura pas le temps de répondre à votre question, ben, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai, ce sera un plaisir de vous répondre. Donc, il y a une première question qui nous a été posée par Daniel, qui nous demandait si vous êtes prêt à des partenariats avec des ONG pour élargir encore davantage vos données. Eh bien, tout à fait. Je vois que Georgina a déjà répondu à cette question, mais pour les autres, je tiens à le dire. Nous sommes toujours prêts à collaborer avec d'autres institutions, organisations, afin pour offrir davantage de valeur à certains de nos produits. Donc, c'est une question assez précise.
Deux personnes ont demandé notre opinion pour utiliser un système d'imagerie Sentinelle à 10 mètres de résolution. Donc, comme j'avais dit, Landsat, c'est 30 mètres. Parce que là, on nous parle d'une résolution encore supérieure, une résolution à 10 mètres et pas 30 mètres comme celle que nous avons. Donc, il s'agit de quelque chose dont on a débattu donc au sein du groupe du NALCMS. Mais la principale difficulté en la matière, c'est une question de ressources humaines et aussi de ressources informatiques, de capacité de nos ordinateurs. C'est un continent énorme, hein, et je crois que Ricardo parlait de 24 milliards de pixels pour 21 millions de kilomètres carrés, 24 milliards de pixels. Donc voilà, la taille même de notre continent est un défi en soi. Et donc, effectivement, on a aussi des problèmes de ressources humaines pour passer à un système comme ça. Donc, on en a parlé, mais on ne l'écarte pas, mais en tout cas, dans un futur, à court terme, on ne l'envisage pas encore pour justement des questions pratiques. Je ne sais pas si Ricardo a quelque chose à rajouter. Je veux juste dire que je regarde certaines des questions, d'en choisir certaines. Elles sont toutes très intéressantes. Khalio, si, comment est-ce que ces informations ont été bien calibrées et, je veux dire, il y a un processus d'évaluation de la précision aussi pour les cartes sur les couvertures terrestres. Donc, si vous téléchargez ces cartes, ben, vous pouvez justement consulter ces informations et voir justement ce contrôle de conformité, ce contrôle de précision réalisé. Donc, autre question. On demande question sur les prairies. Regarde, donc effectivement, vous pouvez justement télécharger la carte sur les prairies à titre d'exemple de ce que Ricardo vient de dire pour voir justement le degré de précision et les informations sur la précision de ces cartes. Une question anonyme, on nous demande comment est-ce que les phénomènes migratoires sont cartographiés. Par exemple, on a avec l'exemple du papillon monarque, hein, une bonne question. On a des informations sur les espèces qui suscitent des préoccupations communes en matière de conservation. Donc, il s'agit aussi d'une discussion qu'on a eue en interne, vu que nous soutenons la commission soutient également un projet de conservation du papillon monarque. Donc, des choses que l'on a envisagées, c'est justement de mettre à jour euh, nos données, puisque les données que nous avons à disposition sont un peu anciennes. Donc, il s'agirait de mettre à jour nos informations justement sur le papillon monarque et ses migrations. Une question intéressante de James Boyd. Lorsqu'on parle de la transformation de forêt en prairie, de quelle période, parce que de quelle période de temps on parle? Parce que dans 40 ans, ça pourrait être redevenu des forêts d'ici à 40 ans. Donc, nous, en général, on tente de faire des mises à jour tous les 5 ans. Donc, effectivement, on voit les évolutions, mais toujours sur des périodes de 5 ans. Donc, il faut savoir que un des objectifs pour nos prochaines années, c'est d'évaluer la possibilité de réaliser nos données pour 2020 et ensuite de passer peut-être à un produit sur une période de 10 ans, plus que 5 ans. Ça va poser toute une série de défis techniques. Une des choses qu'il faut souligner, c'est que les évolutions positives sont souvent plus difficiles à démontrer avec précision. Donc, mais effectivement, on va envisager ici de travailler sur des périodes plus longues dans l'avenir. Hector nous demande quel type de logiciels sont nécessaires pour télécharger les cartes. Ça dépend surtout du type d'ordinateur que vous avez, de vos besoins, parce qu'il existe différentes options. Beaucoup de gens utilisent
différents logiciels. QGIS pourrait être une alternative puisqu'il s'agit d'un logiciel gratuit. Nombre de nos produits, bon, je peux aussi aller à travers GeoPDF ou à travers Google File. Donc, même si vous n'avez pas de logiciel de cartographie, vous pouvez quand même y avoir accès. Une autre alternative, c'est d'aller directement sur notre visualisateur interactif. Et donc, voilà, consulter en ligne ces cartes sans avoir besoin forcément de les télécharger. Marianne demande quel type de format on peut télécharger. Donc, tout dépend du type de données que vous voulez télécharger. Donc, pour les données sur les couvertures terrestres, ça va sûrement être un format TIF, hein, parce que on n'avait pas de limitation en termes de taille des fichiers, mais on offre aussi parfois d'autres options. Mais donc, le format le plus courant utilisé, ce serait effectivement le format TIF. Pour les produits sur des facteurs, on a d'autres types de fichiers qui pourraient vous permettre de les utiliser plus facilement. Donc, en plus des données, vous avez par exemple, d'autres informations, par exemple, sur les frontières politiques, enfin, des informations simples et faciles à exporter. Ricardo, quelque chose à ajouter? Alors, j'ai une question de Kevin McDonald qui... Donc, après, vous avez 19 classifications de zones. Est-ce que vous avez prévu d'élargir cette liste et de la hiérarchiser, les classifications? Donc, ici, une classification de niveau 3 qui était celle utilisée par l'USGS aux États-Unis, également au Mexique. Donc, ce type de classification s'établit à partir des classifications établies au niveau national. Voilà une question de David qui travaille, qui va travailler pour un projet de l'UNESCO au Canada. Il demande s'il existe des restrictions à l'utilisation de nos produits pour des usages éducatifs, des usages de formation. Bonne question. Nos produits sont 100% libres. Nous encourageons à utiliser, utiliser ce matériel pour des fins éducatives. N'oubliez simplement pas de nous mentionner. Euh, N'hésitez pas à vous contacter si nécessaire, mais vous êtes tout à fait libre de les utiliser. Nous vous encourageons également, si vous utilisez nos produits, pour la raison que ce soit, eh bien, ça nous intéresse de savoir qu'est-ce que vous en faites. Certains sont on apprécie beaucoup lorsque vous nous écrivez simplement un petit mail pour nous dire, bah voilà, on utilise vos cartes pour telle ou telle raison. Pour nous, ça nous permet vraiment d'en savoir davantage sur l'utilité de nos produits. Bon, également, à quelle fréquence vos produits sont-ils mis à jour? Très bonne question. Ceci dépend du type de données dont il est question, mais je dirais que chaque ensemble, les ensembles de données peuvent être plus irréguliers à mettre à jour. Certains types de données exigent des mises à jour plus fréquentes que d'autres. Un autre facteur, ça va dépendre avec laquelle les sources de nos données elles-mêmes se misent à jour. Donc, parce que si notre source ne se met pas à jour, ben c'est bien beaucoup plus difficile nous-mêmes de mettre à jour nos propres données. Par exemple, si on parle des zones protégées, en général, les mises à jour se font
tous les 6 mois ou une fois par année, eh bien, avec une telle fréquence, il est plus facile justement de parvenir à planifier nos mises à jour. David nous demande également sur les cartes des zones côtières. Alors, je vous invite à regarder, il existe différents produits de nos produits qui concernent les zones marines protégées. Nous allons également publier, bon, celle sur le carbone bleu est déjà disponible. Nous sommes en train, la version 2017 est disponible, mais dans les mois qui viennent, nous allons publier une version à jour des données sur le carbone bleu. J'espère que je n'ai oublié personne dans mes réponses. Il y a encore beaucoup de nombreuses questions intéressantes. Malheureusement, nous arrivons au bout du temps imparti. Alors, j'ai une question de Mason Craft qui nous avons travaillé sur les mises à jour des zones marines protégées, qui maintenant nous demande où est-ce que nous rassemblons, comment est-ce que nous rassemblons les données concernant ces zones marines et si nous serions intéressés, est-ce qu'ils nous fournissent les données les plus mises à jour? Oui, nous avons des informations de mise à jour à la fin de l'année calendaire, mais souvent beaucoup de mises à jour en fait ont lieu d'ici, non pas en décembre, mais à la fin mars. Donc effectivement, ça peut, notamment au Québec, les informations arrivent à fin mars. Donc des fois, ça peut être intéressant d'attendre jusqu'à mars pour pouvoir inclure l'ensemble des données. Donc il s'agit d'une base de données sur les zones protégées. Alors, Raoul demande, hein, dans le cadre des activités de la CCE, est-ce qu'il existe des opportunités de formation avec la commission ou quelles sont les possibilités de participation au projet de la CCE? Donc, tout ceci dépend du type de projet que nous menons. Donc, nous, par exemple lorsque nous lançons des webinaires, des ateliers, eh bien, on tente de voir un peu qu'est-ce que, bon, par exemple, on observe certains phénomènes, par exemple les sécheresses, les incendies de forêt, des projets qui impliquent les 3 pays. Mais sinon, il n'existe pas de programme régulier de formation, notamment en matière de SGI. J'espère que j'ai bien compris la question. Oui, je crois qu'il s'agit de possibilités de formation liées aux différents projets de la CCE. C'est un peu ça la question. Donc, Raoul, si je n'ai pas suffisamment bien répondu à votre question, n'hésitez pas à m'écrire. Oui, si vous voulez, si vous voulez, sur la page web de la commission, vous pouvez voir qu'on publie régulièrement les possibilités pour le public de participer à certains de nos projets. Également une question de Susanna. Demande s'il il existe une carte de la pollution de l'atmosphère. Alors, par exemple, il existe un ensemble de données sur les usines énergétiques. Donc, sous la rubrique influence humaine, vous trouvez des informations sur les usines énergétiques. Nous avons déjà dépassé le temps imparti. Je vais m'assurer que je n'ai oublié personne. Donc, si je n'ai pas répondu à votre question, envoyez-moi un email
je vais vite revenir à ma présentation. Donc, zjafry@cec.org. Donc, mon adresse email, si vous voulez m'écrire pour répondre à vos questions. Donc, désolé si nous n'avons pas répondu à vos questions. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez que nous y répondions. Encore une fois, c'était un grand plaisir d'avoir l'occasion de vous parler de ce travail et je suis impatient de continuer à échanger avec vous dans le futur. Et un dernier rappel, donc inscrivez-vous donc à l'adresse que vous avez à l'écran si vous voulez recevoir des actualisations. Et encore une fois, si vous inscrivez avant minuit, vous pouvez participer au concours et gagner donc soit des posters de cartes ou alors un accès à programme ArcGIS. Et à cette même adresse, vous pourrez donc télécharger les données qui vous intéressent. Donc, je ne sais pas si. Donc, encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre participation. J'espère continuer à échanger avec vous au cours des prochaines semaines. Merci à tous. À bientôt. Merci, Ricardo. Oui, moi aussi, c'était un grand plaisir de parler de ces activités si intéressantes avec l'ensemble des citoyens de nos 3 pays. Un grand plaisir pour moi aussi.